Bonjour, bonjour, tout le monde, bienvenue à notre section de jeudi qualité. J'espère que le son il est bon et que tout le monde m'entend correctement. C'est vrai, il faut que j'allume ma caméra. Donc voilà, on est fait prêt pour partir à notre aventure d'une heure, n'est-ce pas? Donc ça sera euh, un live toujours sur le thème phare de notre jeudi qualité, c'est-à-dire les bonnes pratiques de fabrication. Et aujourd'hui, nous allons voir ici ce que nous appelons l'hygiène du personnel en milieu pharmaceutique, en milieu réglementé. OK? Donc, l'hygiène du personnel, faut pas que ça vous effraie, c'est juste une façon de présenter euh, les BPF en petits morceaux pour que ça soit plus digeste pour nous tous. OK? Donc, je vais faire deux, trois ajustements ici afin de parfaire donc, la façon dont je partage mon écran pour que les uns et les autres aient l'image adaptée à leurs écrans. Donc, cela étant fait, nous allons commencer. Tout d'abord, je voudrais vous présenter des éléments ici que vous voyez au niveau de ma présentation. OK? C'est pour vous dire que nous donnons des formations en ligne sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc, nous avons différents modules et chapitres qui sont là. Il y en a qui sont gratuits, il y a d'autres qui sont payants. Et ce sont des auto-formations. Vous n'avez pas besoin d'un maître pour vous donner la formation. Les formations sont toutes préparées et disponibles. Donc, vous vous inscrivez et vous choisissez votre formation et puis vous pouvez suivre ça à l'aise chez vous, au bureau, à la maison. Et à la fin, vous avez un petit questionnaire pour démontrer la connaissance acquise. Et à la suite de ça, vous avez un certificat que vous pouvez joindre donc à votre dossier pour aller postuler, etc. Donc, les entreprises aiment bien si les candidats ont déjà une base de connaissances au niveau des bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est pour vous préparer à cet assaut au niveau des recruteurs lorsque on demande comme critère principal avoir la connaissance des bonnes pratiques de fabrication. Donc, vous l'avez et vous pouvez démontrer le certificat à l'appui que vous avez suivi en bonne et due forme et que vous maîtrisez les bonnes pratiques de fabrication. Comme on le voit, c'est une auto-formation c'est sur notre site web www.mivado.com. Un avertissement pour commencer ici, comme toujours, c'est quelque chose que nous donnons à chaque fois. C'est une activité de formation, ce webinaire, ce jeudi qualité de Mivado Global Performance. Et le contenu est sous la responsabilité de Mivado Global Performance. Et Mivado Global Performance détient le droit d'auteur de cette formation, de ce jeudi qualité. Le droit d'auteur couvre l'entièreté des diapos, des vidéos et du contenu. Donc, nul n'a le droit de distribuer à des fins commerciales le matériel de Mivado Global Performance. Merci. Donc voilà, Mivado Global Performance, nous sommes une entreprise, donc un cabinet de consulting pour les sciences et la technologie. Nous offrons des services et des solutions de système qualité, de mise en place de systèmes qualité, de gestion des processus, de développement et mise en place des procédés de fabrication. Nous avons aussi un service d'audit, d'inspection. On prépare les entreprises à des audits réglementaires. On peut offrir de la formation. Nous offrons de la formation
et aussi de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique et bien d'autres encore. Plus de détails se trouvent sur notre site web. Vous pouvez aller googler Mivado Global Performance et vous allez voir toute une panoplie donc, de services que nous offrons. Il y a aussi, vous pouvez télécharger des pamphlets, etc., qui documentent bien les activités de Mivado Global Performance. Donc, voilà. Pour aller plus loin, je voulais vous avertir que le 19 janvier, euh, donc ça s'est passé, ça a été une activité qui a été donnée sur la stratégie donc, de production de produits de santé naturelle. Donc ça a été très apprécié par ceux qui l'ont suivi. On a eu de beaux commentaires et ça nous a fait plaisir de partager en détail les stratégies que les uns et les autres doivent utiliser pour pouvoir fabriquer leurs produits de santé naturelle. Il y a eu beaucoup d'interactions. C'était il y a 2 jours, donc ça nous a permis de donner plus de détails sur les activités de production, les stratégies, les manières, la façon de faire. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez nous laisser un petit commentaire donc, dans les chats ou sur différentes plateformes et nous allons reconduire cette formation pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Ensuite, nous avons aussi la gestion de projets simplifiés pour un chimiste aguerri qui a été suivi par beaucoup de gens il y a 2 jours aussi. Donc, ça, c'était beaucoup plus pour nos amis les chimistes donc, de par le monde. C'était une activité qui a été bien appréciée aussi. Donc, si ça vous intéresse, on pourra le reconduire et pour ceux qui ne l'ont pas pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion donc de se joindre à nous. Ici, le 3 février 2026 prochain, donc il va y avoir une formation au niveau donc des lignes directrices sur les produits de santé naturelle. Donc, c'est un nouveau guide, une nouvelle référence qui a été publiée par Santé Canada, donc guide 0158 version 4 pour les produits de santé naturelle PSF. Donc, ça, c'est typiquement canadien. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre à nous et ça nous fera plaisir de partager les informations avec vous également. Alors, ce qui nous amène donc à notre sujet du jour. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler donc d'une autre partie donc des BPF. Il s'agit donc de l'hygiène du personnel en milieu réglementé. Donc, on va parler des vestiaires, euh, lavage des mains, le comportement en zone propre, etc. Donc, c'est une partie essentielle des bonnes pratiques de fabrication. Vous allez voir qu'à travers toute la planète, tout le globe, les bonnes pratiques de fabrication rencontrent ou insistent sur l'hygiène du personnel et l'hygiène donc, de l'environnement. Alors, pour aller plus loin, je me présente. Mon nom est Cosimole, chimiste certifié Lean Six Sigma et Project Management Professional. Donc, ça me fait plaisir de partager ces connaissances avec vous aujourd'hui. Et nous allons prendre maximum 60 minutes pour passer à travers donc, cette partie des bonnes pratiques de fabrication qui est, ma foi, très importante parce que c'est un des critères pour que votre produit soit accepté par les agences de réglementation et que ça soit autorisé pour aller sur le marché. OK? De façon réglementaire, je dis. Bon. Donc, c'est ça. Donc, ce jeudi qualité aujourd'hui aborde les exigences critiques d'hygiène du personnel dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Vous voyez, selon les bonnes pratiques de fabrication. Donc, nous allons essayer de découvrir les procédures rigoureuses liées aux vestiaires, aux techniques de lavage, et ces techniques, qu'elles soient validées ou non, et aux comportements requis en zone contrôlée classifiée. Ouais. Donc, cette séance aujourd'hui, ce webinaire, va permettre de comprendre pourquoi l'hygiène du personnel constitue la première ligne de défense donc, contre la contamination microbiologique et particulière des produits. C'est essentiel, c'est une partie très importante donc, des bonnes pratiques de fabrication à ne pas négliger. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui?
C'est tout simple. On va parler donc du corps humain. Vous savez que c'est l'humain qui est au cœur donc des actions dans une unité de production pharmaceutique. Donc, on va voir pourquoi l'humain est la plus grande source de contamination pour les produits. Ensuite, comment on s'habille, comment s'habille-t-on? Okay? Quels vêtements porter? Donc, toute la politique au niveau des vêtements. On va parler aussi de l'hygiène des mains. Pour pouvoir assurer une certaine barrière microbiologique, on va parler donc des 6 étapes pour un lavage des mains efficace. Je sais qu'avec la pandémie, on nous a appris encore à maximiser comment laver les mains, donc nous allons les revoir. Différence entre zone propre et zone contrôlée. On entend souvent parler donc de zones propres, de zones contrôlées ou des salles blanches, etc. Donc, on va voir c'est quoi la différence. Ensuite, il y a tout le comportement, c'est-à-dire maintenir l'intégrité de l'environnement. Comment ça se fait? Pourquoi et comment? Donc, c'est ça que nous allons voir euh, ici. Ensuite, une avant-dernière session, c'est la santé du personnel. Évidemment, il faut penser au personnel parce que c'est le personnel qui est au cœur donc, de cette activité-là, donc leur santé. Pourquoi les BPF exigent qu'on s'assure de la sécurité de nos personnels et assurer en même temps la qualité du produit. Donc, on va le voir. Et enfin, on va parler des actions concrètes pour maîtriser la contamination dans une unité de production pharmaceutique. C'est très important. Donc, si on arrive à parcourir ce menu, cela va nous permettre d'atteindre nos objectifs du jour, enfin du jour, pour cette formation, pour ce webinaire de jeudi qualité. Donc, à l'issue donc de ce webinaire, donc nous aimerons que les participants soient capables donc d'expliquer les exigences réglementaires PPF relatives à l'hygiène du personnel. OK? Ensuite, nous aimerions que vous décriviez le parcours correct dans le vestiaire et justifier chaque étape de l'habillement. euh, vous serez capable, n'est-ce pas, de démontrer la technique validée de lavage et de désinfection des mains selon les protocoles établis, donc les protocoles BPF. Ensuite, vous serez capable d'identifier les comportements interdits et autorisés en zone propre et en zone à atmosphère contrôlée. Vous serez capable de reconnaître les sources potentielles donc, de contamination liées au personnel et enfin, évidemment, être capable d'appliquer les procédures d'hygiène appropriées selon la classification des zones grade A, B, C, D. Donc, on reviendra sur la classification des zones pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces éléments-là. Okay? Donc, voilà les objectifs que nous voulons atteindre aujourd'hui. Alors, si nous commençons, le point 1, le corps humain. OK? On dit le corps humain, c'est une source de contamination. OK? Le corps humain est une source de contamination. C'est vrai parce que nous sommes, nous ne sommes pas. L'humain euh, est un être complexe, je vais le dire comme ça. Mais d'abord, avant de parler de l'humain, nous allons faire un retour en arrière au niveau donc, des principes même des bonnes pratiques de fabrication. Alors, qu'est-ce que euh, les bonnes pratiques de fabrication nous enseignent? OK? L'impératif des PPF en soi, OK, nous dit qu'on doit faire attention aux produits, on doit faire attention à l'hygiène, on doit faire attention à ci et à ça. Mais l'hygiène du personnel est la première ligne de défense contre la contamination des produits pharmaceutiques. Est-ce que vous savez ça? Donc, c'est essentiel. C'est une exigence réglementaire fondamentale. On ne peut pas passer à côté. Si on veut avoir un produit de bonne qualité, il faut commencer par l'hygiène du personnel. Et c'est crucial.
OK? Et pour ça, nous devons mettre en place des procédures, ce qu'on appelle des instructions de travail. OK? Et pour faire barrière à toute cette contamination due au corps humain, ben, on doit aller explorer la plupart des risques qui sont liés donc à notre présence dans l'environnement. Qui parle de risques va parler d'aller voir si par exemple, j'ai les mains sales. Si je touche le produit, c'est quoi la conséquence qui sera tirée par rapport à ce geste-là? Donc, il y a les risques biologiques qu'on va considérer. Les risques biologiques, c'est tous les risques liés à la contamination microbiologique. OK? Donc, tout ce qui va concerner la contamination croisée entre les produits, la contamination microbiologique font partie donc de ce que nous appelons les risques biologiques. Et le corps humain est un émetteur constant de germes, de peau morte, de cheveux et de particules. Nous desquamons tous les jours, quel que soit la température, le jour. OK? Quand on était en maîtrise, ou non pas en maîtrise, mais en faculté au niveau de la microbiologie, nous avons un prof qui nous disait on pouvait se laver avec tous les détergents du monde lorsqu'on sortait de la douche. Et si on nous swabait, on retrouverait encore des micro-organismes. Donc, les micro-organismes font partie intégrante donc, de l'humain, du corps humain. Donc, ils nous suivent tous les jours, comme la plupart le savent, vous voyez. Donc, c'est très important de faire attention lorsqu'on est en milieu pharmaceutique parce que c'est pas tout qu'on peut faire. Il y a des règles et c'est ces règles-là qu'on va voir à travers ce webinaire. Ensuite, il y a ce qu'on vise en faisant euh, en posant ces actes. Donc, l'objectif premier, c'est d'assurer la qualité. OK? Donc, la maîtrise de la contamination humaine à travers l'usine va se faire par trois piliers. OK? Il y a d'abord les vestiaires. On va contrôler les vestiaires. On va s'assurer que les vestiaires, il n'y a pas de contamination croisée au niveau des vêtements. C'est pour ça que dans une usine pharmaceutique, on a des vêtements de travail attitrés, spécifiques. On vient avec les vêtements de ville, mais on va se changer, on va mettre des sarraux, on va mettre notre combinaison, on va mettre tout ce que vous voulez, qui sont dédiés donc aux travaux de l'usine. Ensuite, il y a le lavage des mains. Il faut obligatoirement laver les mains et peut-être dans certaines, non, pour la plupart des activités, on va porter des gants. Donc, les gants, c'est obligatoire, c'est de ne pas, c'est d'avoir, les gants vont servir de barrière entre nos mains qui sont pleines de micro-organismes et les produits. Vous voyez? Ensuite, il y a le comportement. Le comportement, c'est tout ce qui va toucher euh, nos façons de faire, la façon dont nous bougeons, la façon dont on se comporte donc dans l'usine. Le comportement varie selon notre état de la journée. C'est-à-dire, on peut avoir faim, donc tout ça là, on va le voir en détail bientôt, comment le comportement peut impacter donc la qualité d'un produit au niveau d'une unité de production pharmaceutique. Donc, c'est très important de comprendre ces éléments-là pour pouvoir bouger. Donc, pour aller plus loin, nous allons voir le premier pilier. Le premier pilier qui sont les vestiaires. Donc, première barrière physique, les vestiaires. Euh, Donc, au niveau des vestiaires, c'est un endroit qui est séparé donc du monde extérieur et du monde propre. En général, lorsqu'on va dans une usine pharmaceutique, on a la réception. Ensuite, si on veut aller dans l'usine, on a une zone où on s'habille. Les Français l'appellent gowning room. Donc, c'est le vestiaire. C'est séparé en deux, une partie non contrôlée et une partie contrôlée. C'est pour faire la différence entre les zones. Donc, on laisse nos habits de ville dans la partie non contrôlée et puis on s'habille donc de couvre-cheveux, de charlotte, de couvre-chaussures, de sarrau, d'habits dédiés, puis on passe dans la zone contrôlée. OK? Le principe,
principal, c'est de séparer les zones, c'est d'avoir une barrière pour éviter la contamination croisée. Donc, le vestiaire est conçu pour créer une barrière physique entre les vêtements de ville, source de contamination, et les vêtements de travail propres. Vous voyez? Donc, on le voit d'ailleurs sur euh, les graphiques ici, où on a différentes euh, éléments qui entrent donc dans l'habillement des opérateurs. Donc, on a le couvre-chef. Donc, on a les souliers dédiés ou les couvre-chaussures. On lave les mains. On a les gants. Et puis, on a les sarraux, etc., etc. Des fois, on porte des masques avec des lunettes de sécurité adaptées. Vous voyez? Donc, dépendamment des activités que nous faisons, donc, l'habillement va être différent. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, comment est-ce qu'on va ségréguer la façon de faire et puis la façon de s'habiller. Donc, vous voyez que des fois, lorsqu'on va parler des stériles et des non stériles, il va y avoir des procédures différentes. C'est normal, on ne va pas aller dans les détails aujourd'hui. On n'aura pas le temps. Donc, chaque activité de fabrication va supporter une certaine règle donc d'habillement, une politique d'habillement qui va être dédiée à cette activité-là. Donc, c'est très important de le souligner. Ensuite, il y a des fois des vestiaires doubles. En quoi consistent les vestiaires doubles? C'est l'utilisation de vestiaires à double compartiment ou d'un flux de marche pour éviter le comportement ou le croisement des flux. Donc, c'est une façon d'éviter, ça c'est surtout dans des fabrications assez spécifiques, ça. On ne veut pas que les gens se croisent dans les couloirs. Donc, il va y avoir des vestiaires pour l'aller et il va y avoir un vestiaire pour le retour. Donc, l'aller dans l'usine et le retour de l'usine. C'est une technique pour les produits sensibles. Par exemple, lorsqu'on fait des probiotiques, c'est des milliards de bactéries qui sont brassées. Alors, pour éviter qu'il y ait des contaminations croisées, on va avoir des chemins différents de circulation dans l'usine. Et c'est important de le souligner. Cela veut dire que côté ville, c'est-à-dire lorsqu'on vient de la ville, on stocke les effets personnels et les vêtements de ville dans un endroit approprié. Puis, on a un autre côté qui s'appelle, qu'on appelle côté propre. Et là, on va stocker tous les tenues de travail et accès à la zone de production. Vous voyez? Donc, c'est très efficace la façon dont on va distinguer les zones par rapport à la production. Ensuite, il y a tout ce que nous appelons les séquences d'habillement. Les séquences d'habillement, il faut respecter l'ordre précis donc d'habillement. Donc, on va du plus propre au moins propre. C'est normal. Donc, lorsque moi, je vais m'habiller, si je vais aller du plus propre, donc je dois porter mon couvre-chef, porter mes lunettes de sécurité, porter mon sarrau, etc., mettre mes couvre-souliers, etc. Et puis après, lorsque je vais rentrer dans l'usine, il faut que je lave les mains. Parce que tu ne peux pas porter tout ça et aller dans l'usine sans laver les mains. On lave les mains, puis après, on met des gants. Vous voyez le niveau de, de contrôle que nous avons, des barrières que nous avons pour pouvoir prévenir la contamination croisée dans une usine. Donc, c'est très essentiel de veiller à ça parce que la règle d'or dit que il ne faut jamais stocker de nourriture, de boissons ou d'effets personnels non autorisés dans le vestiaire propre. Vous voyez? Donc, la tenue de travail ne doit jamais sortir de la zone dédiée non plus. Donc, ce sont des règles très strictes et qu'il faut assurer en tout temps. Donc, il n'y a pas dit qu'aujourd'hui je le fais, demain je ne le fais pas. Non, c'est tous les jours qu'il faut faire ce genre de pratique, assurer ce genre de pratique. Vous allez voir sur nos diapo qu'il y a différentes étapes, donc de 1 à 12. Ce sont les procédures donc complètes donc d'habillement et de préparation pour que les gens puissent aller dans l'usine de fabrication après. Bon, vous pouvez retourner voir la vidéo après pour bien scruter
ce que nous voulons dire par là, ou alors consulter vos procédures pour ceux qui travaillent déjà dans les industries pharmaceutiques. Donc, vous pouvez retourner dans vos procédures et voir si toutes ces étapes-là sont énumérées. Si ce n'est pas énuméré, donc vous faites un changement et vous apportez ces correctifs à vos procédures. C'est vrai que le type d'habillement est toujours en relation directe avec les produits qui sont fabriqués et le niveau de risque de contamination qui existe à travers l'usine. Ne pas l'oublier. Maintenant, nous allons parler donc du code vestimentaire et l'habillage. Donc, le vêtement de travail, c'est une protection pour le produit. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, en quoi consiste la tenue propre et spécifique pour le travail? En fait, le vêtement doit être propre, en bon état et adapté à la classe de propriété de la zone. Ok, combinaison, blouse, couvre-chaussures, etc., etc. Il doit être correctement fermé. Donc, comme on l'a vu dans la planche précédente, c'est exactement ça. Ensuite, nous avons des fois, selon l'activité que nous voulons faire, assurer une couverture totale donc des cheveux, y compris la barbe. Tout cela doivent être entièrement recouverts par une charlotte ou un cache-barbe, etc. Donc, la peau est une source majeure de contamination. On le dit encore ici. Ah, et puis, il y a tout ce que nous appelons les interdictions, parce que dans une usine pharmaceutique, il est fortement, mais je dis bien fortement interdit de porter des bijoux, des bracelets, des bagues, des colliers. Le maquillage est interdit, les montres et accessoires, c'est interdit. Les piercings, c'est-à-dire, oui, les piercings visibles sont interdits. Ceux qui font des trous dans leur peau pour mettre des boucles, etc. Les faux ongles, c'est interdit. Les vernis, ils sont interdits. Maquillage excessif et parfum ou les fragrances, c'est interdit. Les effets personnels comme les clés, les téléphones, tout ça là, c'est interdit. Vous voyez, tout ça peut rester dans les vestiaires, mais zone non contrôlée. Mais lorsqu'on va dans l'usine, on n'a pas à apporter ou à porter tous ces éléments qui sont interdits. Ce sont les BPF qui exigent ça, parce que ce sont des sources de contamination qui ont été observées à travers le temps. Donc, tout manquement au code vestimentaire, comportement compromet, je vais dire, l'intégrité de la zone propre. C'est ça, en fait. Donc, lorsqu'on travaille dans une zone propre, il y a, comme on le dit toujours, un certain comportement à observer. Et si ce comportement n'est pas observé et vous êtes en train de violer, n'est-ce pas, les bonnes pratiques de fabrication, c'est très important de s'assurer que la procédure est bien suivie et que chaque opérateur suit la procédure établie du point A au point Z en ce qui concerne l'habillement, en ce qui concerne le comportement adopté dans l'usine. C'est très important pour assurer la qualité et puis la conformité du produit. Vous voyez, c'est essentiel. Ensuite, on va parler donc de l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, tout le monde comprend ce que c'est. On doit prendre quotidiennement une douche, on doit couper les ongles courts, on ne doit pas porter de vernis, il n'y a pas de teinture pour les cheveux, etc. De toute façon, ils sont cachés par les couvres, les charlottes. Donc, il y a tout ça. Donc, pas de maquillage, rien. Donc, on est nature avec les habits de travail pour rentrer dans les zones de production. Et ça, c'est très important pour le produit parce que il y a ce que nous appelons euh, production pharmaceutique et contrôle donc des activités au niveau donc de notre unité de production. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, l'autre pilier donc que nous avons décrit au niveau de notre introduction, c'est l'hygiène des mains. Donc,
Parce que la plupart de la contamination va aussi se traduire par des mains qui sont mal propres, qui sont mal lavées. Vous savez que nous faisons beaucoup de choses avec nos mains. Donc, les mains doivent être nettoyées. On doit s'assurer de bien laver nos mains avant euh, d'entrer dans la zone de production et de manipuler les produits pharmaceutiques. Vous voyez ici, encore une fois, on met les différentes étapes pour laver les mains. On met l'eau pour mouiller. Ensuite, on met le détergent. On frotte toutes les parties des mains, la paume, l'extérieur des mains, les, les interstices, OK, et entre les doigts, etc. Et puis, on frotte bien les ongles parce que la plupart des accumulations se trouvent aussi sous les ongles. Donc, ça, c'est pour les ongles. Et puis après, on rince et on nettoie. Donc, c'est comme on a vu pendant la COVID, c'est exactement la même procédure. OK? Donc, les mains sont les principaux vecteurs de transmission des micro-organismes. Un lavage efficace réduit drastiquement la transition ou la contamination des micro-organismes. Donc, quand se laver les mains, OK, quand se laver les mains. Donc, en général, dans une usine pharmaceutique ou unité de production, il faut se laver les mains à l'entrée et à la sortie donc, de l'usine. Après les pauses, c'est obligatoire. Donc, avant et après les repas, il faut laver les mains. Il faut laver les mains aussi à la sortie des toilettes, donc après les toilettes. Obligatoirement, ça doit être un réflexe pour tout le monde. Quand tu vas à la toilette, tu laves tes mains avant de faire autre chose. OK? Et après s'être mouché, lorsqu'on se mouche, on lave les mains, même si euh, pendant la COVID, on a vu que c'était interdit de tousser ou d'éternuer dans la baie. Mais il faut éternuer, tousser dans le coude. Et c'est valable aussi. Et ça venait donc des industries pharmaceutiques, le fait de tousser dans le coude. Et c'est ce qui a été répandu aussi lors de la pandémie de COVID. Vous voyez? Donc, comme quoi, les entreprises, les comportements se croisent. Donc, après tout contact sale, donc toute manipulation, etc., vous vous grattez les yeux avec votre main, il faut aller laver les mains avant de continuer vos activités. Donc, tous ces petits comportements-là, anodins-là, que nous faisons tous les jours, sont des risques de contamination pour un produit pharmaceutique dans une unité de fabrication de produits pharmaceutiques. J'explique bien. Si vous êtes en dehors de cette usine, tout ce que vous faites n'est pas grave, mais une fois que vous rentrez dans une zone de production et que vous commencez pas à vous gratter, pensez déjà aux bonnes pratiques de fabrication, pensez à la qualité du produit, à la conformité du produit. C'est essentiel. Vous risquez de perdre votre lot de fabrication si vous ne faites pas attention à vos comportements dans une usine de production de produits pharmaceutiques. Donc, et on prend soin de laver et de désinfecter tout, les ustensiles, les équipements, les mains, etc., etc. Donc, le lavage ici va éliminer les souillures visibles et réduire la flore. Donc, vous allez voir que la plupart des usines mettent aussi un désinfectant à côté donc du lavabo. Le désinfectant ici vient éliminer les micro-organismes restants. Donc, c'est pour ça qu'on associe le lavage des mains avec le désinfectant, euh, parce que ça permet de maximiser, n'est-ce pas, la propreté donc de nos mains. Vous allez voir, pendant la COVID aussi, on avait beaucoup de désinfectants à main. Eh bien, le désinfectant à main vient éliminer les micro-organismes, justement, vient euh, atténuer donc les effets donc de ces micro-organismes-là. Et c'est très important d'associer le lavage avec le savon et ensuite une désinfection avec un désinfectant atypique ou typique qui est adapté. Vous voyez? Donc, c'est essentiel de s'assurer que ces étapes soient couvertes pour assurer une bonne production pharmaceutique. L'autre pilier maintenant, c'est la procédure de lavage des mains en 6 étapes. Nous l'avons vu déjà, je sais que la plupart l'ont compris, mais c'est un devoir pour nous parce que ça fait partie des bonnes pratiques de fabrication de le rappeler. OK? Euh, Normalement, un lavage de mains dure en moyenne entre 30 et 60 secondes. Donc, ceux qui font moins de 30 secondes, c'est pas véritablement un lavage de mains.
Donc, vous devez frotter, comme on l'a vu, toutes les parties, OK? Comme là, on mouille, on met le savon, on frotte, on frotte, on frotte, toutes les parties jusqu'au poignet, parce que nous sommes en usine pharmaceutique. C'est comme les médecins, les chirurgiens, là aussi, quand ils vont dans les blocs opératoires, ils suivent pratiquement les mêmes procédures, ok, de lavage des mains. Et c'est très efficace lorsque on fait ce genre de lavage de mains en suivant les étapes qui sont ici. Donc, vous allez googler ça, vous allez voir ça sur Internet, il y en a plein, 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 plein. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on travaille dans une usine pharmaceutique, c'est essentiel de suivre les procédures écrites, les procédures établies. Ok, c'est ça la règle d'or. Donc, en un, pour l'étape de lavage des mains, on mouille les mains et puis l'avant-bras à l'eau, etc. Ensuite, on va savonner. On applique une dose de savon et couvrir toutes les surfaces qui sont à découvert. En trois, on va frotter, donc frictionner, frotter pendant 20 secondes la paume, le dos, le doigt, les pouces, l'ongle, etc. Et on va rincer abondamment pour éliminer les résidus de savon. Et puis, on va utiliser un essuie propre. OK. Un essuie propre à main, à usage unique idéalement, ou alors il y en a euh, comment on l'appelle, des sèches-mains. Aujourd'hui, il y en a. euh, Au niveau de certaines entreprises, il y a des sèches-mains adaptés avec des filtres EPA pour ne pas ressouiller les mains. Donc, les sèches-mains à filtre EPA pour sécher les mains ou alors on utilise un essuie-main à usage unique. Et enfin, on procède à la désinfection, comme on l'a dit tantôt. Donc, la désinfection, c'est très important. C'est la dernière étape pour s'assurer que tout soit propre. Maintenant, lorsqu'on fait ça et qu'on veut aller manipuler dans l'usine pharmaceutique, dans notre unité pharmaceutique, on porte des gants. Et les gants, il faut les désinfecter aussi parce que les gants qui sont fabriqués dans des boîtes, c'est pas des gants stériles. Maintenant, si on travaille dans des zones blanches, dans des salles blanches, où le produit est hautement, doit être sécurisé coûte que coûte, là, on peut utiliser des gants stériles. Euh, donc, pour éviter toute contamination des produits, surtout lorsqu'on produit euh, les sérums et puis des médicaments, des injectables, comme on les appelle. Donc là, on fait très attention à la contamination. Et aussi, certains vaccins aussi, on n'aime pas qu'il y ait de la contamination croisée. Donc, pour ce genre de production, on va désinfecter les sarraux, les gants, etc., etc. Donc, euh, voilà les contraintes qui sont liées à la propreté des opérateurs, de l'environnement de travail dans une usine de fabrication. Cela dépend, je le dis encore, du type de fabrication que vous faites. OK? Il y a des produits qui sont moins exigeants et puis il y en a d'autres qui sont plus exigeants. Par exemple, lorsqu'on va fabriquer un paracétamol, tout le contrôle d'habillement, etc., sont moins contraignants que on suit les mêmes étapes, bien sûr, mais c'est moins contraignant que lorsqu'on va fabriquer un vaccin, par exemple. Donc, on va renforcer tout ce que nous avons vu pour qu'on évite la contamination croisée. Ce qui nous amène à parler donc des zones contrôlées, des zones propres, puisque ça revient souvent dans nos diapos et que les gens, enfin, nous nous posons la question, c'est quoi la différence entre une zone contrôlée et des zones propres? Alors, j'ai préparé ce tableau pour illustrer à peu près les propos. Donc, vous allez voir qu'au niveau, euh, lorsqu'on va parler donc de la zone contrôlée, on va parler d'un environnement maîtrisé. OK? C'est l'essentiel. Et puis, lorsqu'on parle donc de zone propre, on parle de salle blanche. Ici, la salle blanche, c'est pas que la salle est peinturée en blanc ou est peinte en blanc. C'est juste parce que c'est la terminologie pour dire que c'est une salle ou un environnement hyper contrôlé. Donc, l'air est contrôlé, l'environnement est contrôlé. Tout ce qu'on fait là-dedans, on réduit le risque de contamination ou des microbactéries, des micro-organismes à une infinité
de quantité. C'est ça, en fait. Alors, j'ai préparé ça pour dire, OK, qu'est-ce qui va caractériser les zones contrôlées d'une zone propre? Alors, au niveau du critère majeur, vous allez voir que la zone contrôlée, donc, on va jouer sur les paramètres physiques. Donc, qui parle de paramètres physiques va parler de température, d'humidité et de pression. Donc, ces paramètres-là seront suivis et nous avons des exigences réglementaires, OK, à suivre par rapport à ces paramètres physiques-là. Par exemple, ces exigences peuvent provenir donc de la manipulation que nous faisons, du type de produit que nous avons dans l'environnement, etc., etc. Donc, par exemple, un produit qui est sensible à l'humidité, on ne va pas augmenter l'humidité dans la pièce. Vous comprenez ça? Donc, un produit qui est sensible à la température, évidemment, on va contrôler la température pour ne pas dénaturer le produit, ainsi de suite. Donc, et la pression, en fait, c'est pour délimiter la contamination par l'air entre deux salles. Donc, entre deux salles, si la pression est forte dans une et moins forte dans l'autre, là où la pression est basse, va attirer, n'est-ce pas, euh, euh, va attirer l'air qui vient de la salle où la pression est forte. OK? Lorsque la pression est forte, l'air se déplace donc de la zone où la pression est forte vers la zone où la pression est faible. Ça, c'est physique, hein? Donc, on n'a rien découvert ici. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de ces critères-là, on va voir que la zone contrôlée va beaucoup permettre de contrôler les paramètres physiques. Et au niveau de la zone propre, on va compter les particules qui sont dans l'air. OK? Donc, on y mesure précisément le nombre de particules qui sont égales, supérieures ou égales à, inférieur ou égal plutôt à 0,5 microns et puis 5 microns par mètre cube d'air. Et c'est très important. Ça, c'est une norme ISO 14644 qui nous dit de faire ça. Donc, c'est une norme, c'est une exigence réglementaire, ce qui permet de classer les zones, la classification, le grade A, B, C, D qu'on a vu tantôt là. C'est ça, en fait, d'où ça vient. Vous voyez? Donc, lorsqu'on va mesurer les particules qui sont dans un mètre cube, on doit s'assurer que les points 5 microns et les 5 microns ont une certaine quantité dans ce volume d'air. Ensuite, il y a tout le contrôle microbiologique. OK? Dans une zone contrôlée, le contrôle est réduit, voire inexistant. Donc, par exemple, tu prends l'entrepôt. L'entrepôt, on ne va pas compter les particules, mais on va assurer donc que les paramètres physiques surtout, les paramètres physiques soient contrôlés. Par contre, au niveau de la zone propre, on va surveiller, OK, la présence donc des micro-organismes en les mesurant. Donc, ça, en général, l'air qui est pulsé dans ces zones de production, c'est de l'air qui sont traités avec des unités de traitement d'air qui peuvent être euh, des, comment je vais dire ça, des systèmes de ventilation, c'est ça, HVAC, HVAC, comme nous on appelle généralement dans notre jargon, donc Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC ou HVAC. Donc, ce sont des unités de ventilation et d'air conditionné, tout simplement en français. Vous voyez, donc, eux, ils vont assurer une certaine qualité d'air qui sont pulsés. Et ça, c'est mesurable. On va mesurer les particules qui sont en suspens dans cette air-là, on va mesurer le nombre de micro-organismes qui sont en suspens dans cette air-là, ainsi de suite. Donc, l'autre paramètre, c'est la construction. Donc, le matériel de construction est scrupuleusement monitoré, surveillé. Donc, on n'utilise pas n'importe quel matériau de construction dans les salles propres. Okay? L'entrepôt, on peut utiliser les racks, les métals, etc., etc. Mais lorsqu'on passe dans une zone de fabrication, zone propre, on va voir que les matériaux sont lisses, adaptés, non poreux. Les angles sont arrondis, il n'y a pas de coin carré ou etc. peuvent s'accumuler de la poussière, donc ça va être très nettoyé, donc etc., etc. Donc c'est une façon de caractériser la zone pour que ça soit plus, pour que ça ne soit pas une source de contamination.
Et enfin, l'usage qu'on veut en faire, donc l'usage en général dans les zones contrôlées, donc on a la pesée des produits non stériles souvent, on a les zones de conditionnement secondaire, parce que bon, ça c'est le packaging là, le cartonning qu'on appelle à la fin donc de la production, donc la mise en boîte justement, et puis il y a certains laboratoires de contrôle qualité aussi qui sont dans ces zones-là. Mais au niveau de la zone propre, c'est la fabrication de produits stériles. Euh, donc, ce qui fait qu'on on va classifier c'est ça, la A, B, C, D, où on manipule donc les produits très sensibles à la contamination. Donc, les zones propres, c'est le niveau d'exigence le plus élevé hein, dans une usine pharmaceutique. Donc, une zone propre est définie par des normes très strictes. En général, c'est ISO 14644 et l'annexe, je vais dire, les BPF en général. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui vont caractériser, qui vont donner les paramètres critiques à observer pour les zones propres. Donc, voilà un tableau comparatif qui permet de voir clair au niveau des zones. Ce qu'il faut retenir, c'est que les zones contrôlées, on va mesurer les paramètres physiques. Tout simplement, on va s'assurer que les paramètres physiques soient en contrôle. Par contre, au niveau de la zone propre, non seulement on maintient, on contrôle les paramètres physiques, mais en plus de ça, il y a le contrôle des micro-organismes qui aussi fait partie des vérifications. Donc, théoriquement, une zone contrôlée est un environnement dont les paramètres critiques sont maîtrisés, surveillés et documentés. Donc, contrairement à un entrepôt standard, ces zones agissent comme un bouclier autour du produit. L'objectif, OK, fondamental est simple, minimiser les risques de contamination particulière, microbienne et ou croisée pour garantir la sécurité du patient. On y contrôle principalement la propriété de l'air, donc le nombre de particules par mètre cube, la microbiologie, absence ou limitation des germes, bactéries, les flux, mouvement du personnel et des matières, les paramètres physiques, comme on l'a vu, température, humidité et pression différentielle. Donc, c'est grosso modo ce que vous voyez avec le tableau que nous avons ici. Donc, le but pour une salle propre ou une salle blanche, c'est d'éviter la contamination particulière microbienne. Et pour une zone contrôlée, c'est assurer la stabilité physique du produit, ainsi de suite. Et les salles propres sont classifiées, comme on dit, A, B, C, D ou ISO 5 à ISO 8, dépendamment de la référence que vous faites. Si vous utilisez les BPF, c'est la classification A, B, C, D. Mais par contre, si vous utilisez ISO 14644, c'est euh, la classification ISO 5 à ISO 8, ainsi de suite. Souvent, dans les zones contrôlées, ce sont des zones qui ne sont pas classées. Okay? Alors, si c'est classé, ça va être la classe D, qui est la moins rigoureuse, la classe D, ou ISO 8. Vous voyez? Donc, on va utiliser ISO 8 ici, zone contrôlée non classifiée, comme on le dit. Donc, ces salaires, filtrez pas. Donc, c'est une exigence obligatoire au niveau des unités de fabrication, etc., etc. Donc, l'habillage est très strict pour les salles blanches, bio-nettoyage avec des agents stricts pour éliminer des batteries et puis les sports des batteries, c'est essentiel. Donc, lorsqu'on voit ça, on voit qu'il y a une certaine différence, OK, entre la salle propre, la zone contrôlée et la salle blanche. Et c'est normal que ça soit ainsi parce que on ne veut pas contrôler, on veut pas contaminer nos produits. Donc, on s'assure que les salles sont bien contrôlées, sont bien suivies, etc. Donc, la zone contrôlée n'est pas qu'une question de filtre ou de mur. C'est un état d'esprit opérationnel. Vous voyez? La plus grande source de contamination en zone reste l'humain. C'est pourquoi nous adoptons des comportements assez bien définis en zone propre. Ce qui nous amène maintenant à parler donc des comportements et les règles d'or en zone propre.
Quand on parle de comportement, en fait, le but, c'est de maintenir l'intégrité de l'environnement. OK? Donc, on va parler des mouvements et des gestes. Comment est-ce qu'il faut se déplacer? Comment est-ce qu'il faut poser des gestuels, etc., etc. Donc, ce qu'on prévoit dans nos procédures, dans les procédures, c'est ne pas courir, tout simplement. Ne pas faire des mouvements brusques non plus. Donc, on travaille lentement, calmement. On marche lentement, calmement, parce que lorsqu'on marche, on peut soulever de la poussière. Quand bien même les salles blanches ou les salles contrôlées sont nettoyées régulièrement, il y a toujours de la poussière quelque part. Donc, pour éviter de brasser des particules, donc, on marche lentement, sans action brusque. Je vais dire, le mouvement brusque est interdit. Tout est calme, etc. Et pour éviter l'émission des particules, se déplacer calmement et éviter les gestes inutiles. Donc, ça, c'est une règle d'or à observer. Ensuite, on nous dit que on ne doit pas manger, boire, mâcher du chewing-gum, etc. Ça, on l'a vu tantôt, mais on le répète ici. Fumer, utiliser des cigarettes électroniques, courir, crier ou parler de manière excessive, utiliser des effets personnels non autorisés, tout ça, c'est interdit parce que ce sont des sources de contamination. Vous voyez, on doit rester vigilant. On doit rester vigilant, OK? On doit rester vigilant. Chaque collaborateur est responsable de l'intégrité de la zone. Signaler tout comportement inapproprié, c'est ça la règle. Donc, restez simple, restez vous-même, soyez calme, marchez calmement, sans mouvement brusque, posez des actions, etc., etc. Donc, c'est le comportement idéal à adopter. Et on doit avoir une certaine discipline pour l'hygiène corporelle. Donc, se laver régulièrement, laver les mains, les cheveux bien soignés. On ne doit pas avoir de maladie, quoi. C'est-à-dire qu'on doit être propre. Notez que euh, le but principal aussi, pour assurer, je veux dire, ce comportement, il faut communiquer. Donc, on va parler doucement, on va éviter de tousser ou d'éternuer. Tous ces éléments-là projettent des projectiles, afin des aérosols qui peuvent être des contaminants. En général, on a vu que l'humain est un transporteur de bactéries, hein, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, nous avons plein de bactéries. Donc, dans nos salives et tout et tout. Lorsque tu éternues et que tu mets pas ton coude, tout l'aérosol, c'est-à-dire ces gouttelettes d'eau qui sortent, peuvent contaminer ton produit. C'est pour ça qu'on va mettre un cache-nez ou cache-barbe ou des lunettes spéciales, etc. On touche dans le coude pour éviter de propager ces micro-organismes-là qui vont enfin contaminer nos produits. Donc, la communication doit être euh, assuré par des paroles douces, il faut parler doucement, je vais dire, éviter de tousser ou d'éternuer. Donc, si nécessaire, le faire dans le coude et quitter la zone pour se changer ou se laver les mains. Vous voyez? Donc, ce sont des comportements qui sont adaptés, qu'on peut mettre en place, qu'on met en place généralement dans ces usines ou dans ces unités de fabrication. Et puis, les gestes avec les objets. Donc, euh, seuls les objets nécessaires et autorisés, nettoyés ou désinfectés peuvent entrer dans les zones propres. Ne pas poser d'objets sur le sol. Évidemment, on ne pose pas des objets sur le sol et on fait attention à tout ce que nous transportons comme objet. Soit c'est nettoyer, c'est désinfecter, etc. De toute façon, nous avons une procédure en place qui va dicter des règles de la façon dont on se comporte et on travaille dans ce genre de salle blanche ou de salle contrôlée. Puis vient la santé du personnel et le devoir de signalement. Évidemment, le devoir de signalement, c'est que quand on est malade, il faut signaler. OK? C'est normal de signaler si on est malade. Donc, parce que la maladie, peut être une source de contamination. C'est juste pour éviter la contamination croisée qu'on évite que le personnel, si le personnel a une maladie contagieuse, donc doit le déclarer à son superviseur immédiat. Donc, tout employé souffrant d'une infection, rhume, grippe, gastro-entérite, doit le signaler immédiatement à son responsable. C'est pas parce que vous allez être pénalisé, non, c'est pour éviter la contamination des produits et de vos collègues aussi.
Donc, si vous avez des lésions cutanées, c'est pareil. Vous devez signaler pour que ça soit traité ou alors qu'on évite de vous mettre à côté des produits qui sont sensibles et qui sont susceptibles d'être contaminés par des micro-organismes. Donc, les gestes de risque, la gestion des risques, je vais dire, passe par là. C'est du cas par cas. On va évaluer votre sort et puis euh, on va vous attribuer la tâche qu'il faut. Donc, les plaies, les coupures, les lésions cutanées, tout ça là doit être signalé et en général, s'il faut prendre congé, on prend congé. Donc, le responsable peut décider d'une exclusion de la zone de production ou d'une réaffectation pour protéger l'intégrité du produit. Vous voyez, donc c'est très, très, très important. Donc, tout dépend donc du risque que vous posez aux produits et aux opérateurs, à vos collègues. Donc, si vous êtes malade ou si vous avez des lésions cutanées, il vaut mieux prendre congé et que de chercher à tout prix à venir travailler. Vous voyez? Donc, ce sont des éléments essentiels, des comportements essentiels à adopter et souvent, c'est prévu dans les procédures qui sont mises en place. Alors, ce qui nous permet de voir de façon globale, holistique, les trois piliers de l'hygiène. On a passé à travers le vestiaire, le lavage des mains, l'hygiène corporelle. Ce sont les trois piliers. Une fois que ces trois piliers sont assurés, eh ben, on assure quand même une production normale, hein. Donc, le premier, on l'a dit, le vestiaire. Donc, on sépare les flux et les contaminations externes. Donc, c'est de respecter la séquence d'habillage, l'action clé. Et la conséquence du manquement, c'est l'introduction de poussière et de germes dans l'usine, tout simplement. Au niveau des lavages de mains, l'objectif, c'est d'éliminer la flore microbienne transitoire. Okay? Ces collations à poser, il suffit d'utiliser les 6 étapes de lavage des mains. Et le fait de ne pas suivre cette procédure va va entraîner, je veux dire, une contamination microbiologique directe donc, de vos environnements et de vos produits. Donc ça, on veut l'éviter à tout prix. Et le dernier pilier, le comportement. Donc, comment on se comporte dans l'usine, dans l'environnement. On maintient une intégrité l'objectif, c'est de maintenir plutôt l'intégrité de l'environnement. Okay? Parce que c'est une salle contrôlée, c'est une zone propre, c'est une salle blanche. On ne veut pas que ça soit détérioré. Donc, pour maintenir ça, on va adopter des actions clés qui est le mouvement lent et assurer une certaine discipline dans nos comportements. Donc, le fait de ne pas le faire peut entraîner une augmentation de la charge particulière qui va contaminer notre produit après. Et ça, on ne veut pas. Donc, voilà, si vous voulez résumer tout ce qu'on a vu à travers cette séquence aujourd'hui au niveau des BPF, l'hygiène euh, et puis l'environnement dans lequel on se trouve, euh, donc, ce tableau résume bien euh, ce que nous voulons démontrer par rapport à notre euh, sujet du jour. Donc, ce qui nous amène à conclure rapidement avec cette table. Donc, l'hygiène, c'est un engagement de tous, hein. Donc, l'hygiène du personnel n'est pas une simple contrainte réglementaire, c'est le socle de notre culture qualité. OK? Chaque geste compte pour garantir la sécurité de nos patients et de nos clients. Euh, c'est essentiel. Donc, quand on dit essentiel, cela veut dire que c'est l'excellence opérationnelle par la rigueur. OK? Donc, pour nous, il nous convient de rappeler que l'hygiène du personnel n'est pas une contrainte, mais une garantie de la qualité et de la sécurité de nos patients. OK? Donc, notre rôle à nous, ou à tout le monde, c'est que chaque employé est un acteur essentiel donc, des bonnes pratiques de fabrication. Donc, notre rigueur est notre sécurité en tout point. OK? Et enfin, nous devons assurer la qualité du produit. OK? Donc, assurer la qualité du produit, cela veut dire que nous devons poser des actions spécifiques, insérer des actions de suivi spécifiques à l'entreprise, soit des audits, des formations, des pratiques
des exercices pour nous familiariser donc à différents comportements qu'on doit adapter dans une usine pharmaceutique. Qui produit soit des comprimés, des liquides, des onguents ou des produits stériles. Voyez? Donc, c'est ça, en fait, le but que nous recherchons, donc assurer une production sans contamination et une production de qualité pour les patients. Donc, voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui au niveau donc de l'hygiène et sanitation telles que décrites donc, dans les bonnes pratiques de fabrication. J'espère que vous avez pris des notes et que cela va contribuer à augmenter de 1% vos connaissances du jour. Donc, sur ce, on vous dit merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Puis, on nous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.